bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir sur ton bateau. Avec grand plaisir. Donc ce matin, on a déjà récupéré un filet. Ouais, exactement. On a levé un filet devant le port. On n'était pas très loin parce qu'on a eu beaucoup de mauvais temps ces jours derniers. Donc on n'a pas pu partir très loin. On a une belle journée aujourd'hui avant encore un coup de mauvais temps demain. Donc on fait une petite voilure au niveau pêche. Donc on a levé le filet juste devant la maison. On a fait quand même une belle pêche. Ouais, écoute, une belle petite pêche de printemps, 2 belles lottes, 3 chapons, une araignée, un homard, le coup de chance, voilà. Oui, non, une belle petite pêche de poisson de roche. C'est du poisson de saison, là on est en plein dans ce type de poisson. Voilà, donc là on a redéposé un filet et puis maintenant on prend le temps face à l'île d'Or. Ouais, super panorama à l'île d'Or, le cap du Dramont, là, tout le rivage de Saint-Raphaël qui est magnifique. Alors parle-nous de toi, ça fait combien de temps que tu fais de la pêche? Alors moi je suis pêcheur depuis maintenant 17 ans. D'accord. Donc tu es reconnu dans le coin, on te connaît parce que... Fatalement, du coup j'ai écumé tous les coins et puis un peu tous les restaurants aussi pour vendre le produit de ma pêche. Donc oui, ça fait évidemment, moi je suis natif de Saint-Raphaël, donc effectivement ça fait un petit moment que je sévis sur la commune. D'accord, et quel type de poisson tu pêches généralement? Alors en fait nous on est représentatif de ce qu'on appelle la petite pêche. Donc on a des petits navires et on a une pêche qui est très saisonnière. Donc on ne pêche pas d'une seule espèce, on pêche un peu de toutes les espèces suivant les saisons. Ça va des oursins, principalement l'hiver, donc là en plongée en apnée, ce qui est le plus physique. Donc là c'est ce qu'on fait en général de décembre jusqu'à fin mars, début avril. Et puis ensuite on enchaîne sur le poisson de roche au printemps. Et pour ma part après je travaille beaucoup plus à l'hameçon. Alors tout ce qui est dorade, pagre, dentilles, beaux poissons. Et ensuite au large le thon et l'espadon. Alors pendant la pêche on a remarqué que tu rejetais les petits poissons à l'eau, pourquoi? En fait si tu veux on travaille suivant les périodes avec de la maille qui est assez grande, tu vois. Là c'est une maille typique, ce qu'on appelle nous dans notre jargon une maille au 5, c'est-à-dire qu'elle fait 5 cm de maille. Il y a 5 mailles, ou 20 cm. Donc c'est une maille qui laisse passer des poissons, j'allais dire juvéniles, ou en tout cas de petite taille. Et on porte une attention toute particulière à laisser repartir les poissons qu'on commercialiserait mal ou qu'on commercialiserait pas ou qu'on vendrait à un prix dérisoire. Donc il est plus intéressant de les laisser grandir et de s'inscrire vraiment dans une pêche durable. C'est-à-dire que petit poisson, on relâche, il grandira, on le récupérera. C'est la philosophie de la petite pêche. On essaye pour la majorité des pêcheurs d'agir comme ça. D'accord. Justement, tu expliquais tout à l'heure que du coup tu avais aussi adapté ta pêche par rapport à la consommation. Alors oui, effectivement, donc d'autant plus avec le confinement, moi je travaille principalement avec des restaurants. C'est vrai qu'on a une pêche qui est évidemment saisonnière. J'essaye d'ajuster ce que je pêche et la quantité que je pêche par rapport aux périodes et à la demande. Voilà. Donc le but, comme nous on assume de la production jusqu'à la vente, on n'a pas d'intermédiaire sur la commune de Saint-Raphaël et plus majoritairement en Côte d'Azur, on n'a pas de criée, c'est-à-dire qu'on fait tout. Donc on essaye effectivement de coller le plus à notre demande pour éviter inutilement de tuer du poisson, ce qui est pour moi une aberration et ce qui ne s'inscrit pas justement dans une pêche durable, et de coller le plus à la demande en fait. D'accord. Alors les horaires de pêche à peu près, là on est parti l'été 9h. Très variable, là on est parti tard, là c'était cool. En général on essaye de finir nos journées vers midi 1h parce que l'après-midi le vent se lève, surtout au printemps. Donc on part beaucoup avec le lever du soleil. Voilà, donc un départ entre 6h pour l'instant et puis on va avancer de plus en plus jusqu'à... Voilà, on part des fois même 1 heure avant la nuit l'été pour profiter de la fraîcheur et puis pour arriver sur les coins de pêche vraiment au lever du jour. D'accord. Alors tu parlais de pêche durable et ça c'est intéressant. Et justement, est-ce que la pêche a évolué justement à cause de ce changement climatique, à cause de... D'accord. Déjà, je voudrais faire... Alors, on parle de la pêche, mais en fait, il y a des pêches. Parce que nous, tu vois, moi j'ai un petit bateau, il fait 8 mètres. Je travaille la majorité du temps tout seul. C'est une forme de pêche, c'est la petite pêche méditerranéenne. À l'opposé, il y a des gros chalutiers, les gros bateaux qu'on voit. Donc, c'est difficile de dire la pêche professionnelle, il y a les pêches professionnelles. Et c'est intéressant que les gens, quand ils achètent un poisson, s'intéressent au mode de pêche. Alors, il y a quand même une prise de conscience et des obligations d'indiquer là où c'est pêché, mais tout ce qui est pêche durable et poissons locaux, d'une manière générale, sont capturés avec des petits bateaux de pêche. Pardon, tu me disais? Alors, je disais justement que la pêche a évolué avec toutes les problématiques. On a parlé justement, le confinement a fait que tu pêches moins de poissons, mais par rapport aussi au réchauffement climatique, est-ce que tu as vu d'autres espèces arriver en Méditerranée? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont en difficulté? Est-ce que ta technique de pêche change aussi par rapport... Alors oui, effectivement, on s'adapte. Alors en fait, il y a la pêche nous professionnelle, il y a la pêche de plaisance à côté. Donc il y a tout plein d'intervenants qui interagissent sur certains stocks de poissons. Donc effectivement, on a vu des espèces baisser au niveau stock, on a vu des espèces monter au niveau stock. Alors
comme c'est multifactoriel, c'est difficile à interpréter. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, le léger réchauffement a favorisé certaines espèces, en fait disparaître d'autres. Voilà. Après, d'une année à l'autre, c'est très fluctuant. Le vent, les courants, la température, il y a plein de facteurs qui jouent et donc on peut avoir une espèce très abondante une année et puis complètement absente l'année d'après. Ouais, je me rappelle, là c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, tu m'avais fait découvrir le tassergale. Exactement. Ah, voilà. Ça c'est une espèce. Alors c'est une espèce qui a toujours eu en Méditerranée. C'est pas des espèces invasives. Par contre, c'est des espèces qu'on retrouvait plus dans le sud de l'Espagne et effectivement qui d'une manière générale supplante une autre espèce. On a eu une grosse poussée de barracuda il y a 10-15 ans, il y avait des barracudas partout qui ont eu tendance à régresser. Le tassergale a un peu pris le pas. Bon là on est sur des poissons des prédateurs, hein, donc c'est plus marqué au niveau apparition ou disparition puisque ça domine souvent une autre espèce. Mais effectivement le tassergale, le barracuda, d'autres poissons, alors là nous on les a pas encore. Là on parle plutôt d'espèces invasives. Les poissons lions, la rascasse volante qui est une poisson tropicale, oui. Ils ont déjà entre guillemets des gros problèmes. En tout cas, ils ont une prédominance de ce poisson sur la Grèce et peu à Chypre et peu à peu c'est des poissons qui arrivent vers nous. Donc je pense que d'ici quelques années on les aura. Ça se mange, c'est très bon, ouais. Mais effectivement c'est à surveiller parce que c'est des espèces qui supplantent d'autres espèces. D'accord. Alors le métier de pêcheur c'est pas un métier de bureau. Alors je pense que tu peux pas aller tous les jours en mer. Non, effectivement. Donc on est notre emploi du temps est forcément dicté par la météo. Bon, on a une saisonnalité parce qu'on est sur la Côte d'Azur, mais la météo dicte la plupart du temps notre emploi du temps. Après, on a quand même un gros boulot à terre de préparation de matériel, administratif aussi de plus en plus. Mais effectivement, quand il y a du vent, on reste à terre. En tout cas, on ne produit pas, parce que nous, nos revenus sont directement liés à ce qu'on produit, entre guillemets, en tout cas entre ce qu'on pêche. Donc voilà, donc on peut travailler pendant 10, 15, 20 jours, et puis pas travailler pendant une semaine, c'est un peu erratique à ce niveau-là. D'accord, c'est-à-dire que pour les restaurateurs, quand tu fournissais les restaurateurs, c'est compliqué. Il y a des jours où ils peuvent avoir des poissons, des jours où ils n'en ont pas. Alors oui, d'une manière générale, dès qu'on rentre dans la belle saison, on a quand même une grosse dominante de travail. Hein. C'est très rare que l'été on s'arrête de travailler une semaine. Mais alors les restaurateurs là-dessus ont bien emboîté le pas parce qu'il y a plein de restaurateurs qui jouent la carte pêche locale et qui sont à même à expliquer à leurs clients que il n'y a pas de produit parce qu'il n'y a pas eu de pêche. Donc c'est pratiquement maintenant devenu une marque de qualité puisque les gens disent voilà, pas de vent, il y a du vent, vous ne trouvez pas de poisson pêche locale. Ça vous montre que je travaille avec des produits locaux, ça vous montre que je travaille en flux tendu et c'est intéressant. Et même des grands chefs avec qui je travaille ont tout à fait intégré la notion d'aléa de la pêche et voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on disait à plusieurs reprises, il y a une vraie relation entre les pêcheurs et les chefs de cuisine, comme avec les producteurs et les chefs de cuisine aujourd'hui, où on travaille vraiment les produits de saison et on connaît le travail de chacun et on respecte le travail de chacun, ça c'est très important. C'est très important et alors on parle souvent du négatif de notre époque, mais c'est un point positif à ce niveau-là, il y a beaucoup de chefs. Alors ça va pas forcément des étoilés, ça va de l'étoilé jusqu'aux petits chefs artisans, maîtres restaurateurs, qui ont fait une grosse remise en question là-dessus, qui travaillent aussi bien les produits de la terre que les produits de la mer en saison et qui collent parfaitement à la production que nous on peut leur apporter. Soupe de poisson au printemps, manger une bouillabaisse l'automne, non, on mange pas une bouillabaisse l'automne. La bouillabaisse ça va être de maintenant jusqu'à mi-juillet. Ouais. Là voilà où on a des poissons de roche. Voilà et là-dessus et c'est intéressant parce que les clients derrière sont formés aussi et apprennent de la saisonnalité. Voilà, ça va vers le positif, c'est bien. D'accord, très bien. Alors j'ai une question, la zone de pêche, parce que là on est vraiment au bord de Fréjus-Saint-Raphaël, cette zone de pêche elle est protégée pour les pêcheurs locaux ou d'autres pêcheurs d'ailleurs peuvent venir? Non, alors en fait les zones de pêche méditerranéennes sont divisées en prud'homies, c'est-à-dire c'est des secteurs, nous on est sur la prud'homie de Saint-Raphaël, qui s'étend à peu près de la frontière départementale des Alpes-Maritimes jusque Saint-Tropez. Voilà. Donc ça c'est la zone des pêcheurs de Saint-Raphaël qui ont une préférence d'accès à cette zone-là, mais on accepte tout à fait et il y a j'allais dire des transferts temporaires et saisonniers de pêcheurs qui vont pêcher à Saint-Tropez, des pêcheurs de Saint-Tropez qui viennent pêcher sur la zone de Cannes, de Saint-Raphaël, des Cannois qui viennent pêcher à Saint-Raphaël. Voilà, il y a quand même on évolue. Alors après, dans le respect de ce qui se fait, hein, on n'arrive pas en terrain conquis.
quand un pêcheur d'une autre prud'homie rentre dans la prud'homie de Saint-Raphaël, il fait attention à ce qui se fait et à laisser d'abord tranquille les pêcheurs de Saint-Raphaël, et nous on fait pareil dans les autres prud'homies. D'accord. Il n'y a pas des gens extérieurs qui peuvent venir, qui ne font pas partie d'aucune prud'homie, qui peuvent venir. Je pense notamment on parle beaucoup du Brexit avec les Anglais, mais ça c'est de l'autre côté. Mais Non, alors dans les 12 000, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans la zone des 12 000 en fait, ce qui représente en gros une vingtaine de kilomètres, c'est la zone nationale. Tu ne peux pas avoir des pêcheurs italiens qui viennent. Après le large, c'est une autre réglementation, mais là sur le haut-côte, ce ne sont que des pavillons français qui peuvent venir pêcher. D'accord. Alors on va parler un peu environnement, parce que là il y a beaucoup d'actions qui se font sur Terre, là, de plus en plus. Il y a pas mal qui vont sortir cet été sur justement dire aux gens d'arrêter de balancer dans les égouts des choses que ça va à la mer. Bien sûr. Est-ce que toi tu vois que ta mer elle se dégrade vraiment? Est-ce que ça a une incidence sur la qualité du poisson? Alors j'ai tendance à dire que au niveau macro déchets, on se souvient tous que petit, quand on marchait dans les rochers, on revenait, on avait les pieds dégueulasses, plein de mazout et compagnie. Je vais dire que tout ce qui est déchets d'hydrocarbures et compagnie, ça a totalement disparu. Point positif. Ensuite, j'allais dire que le danger est dans ce qu'on ne voit pas. Il y a quand même heureusement une prise de conscience de ne pas acheter les plastiques à la mer. C'est quand même la moindre des choses avec les moyens d'information et la sensibilisation qu'on a à notre époque. Là par contre, le problème qu'on a, et ce qui est vraiment dommageable et ce qui est scandaleux, c'est là on retrouve des masques, voilà, les masques, bah oui, on est en plein dans les masques, on en retrouve qui flottent en mer, on en retrouve qui dans les filets, donc les gens faites attention. Vos masques, vous les mettez à la poubelle, c'est la moindre des choses. Voilà. Après, tout ce qui est pollution invisible, alors on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, des médicaments et compagnie. C'est une prise de conscience nouvelle et on n'a pas trop de recul là-dessus. Voilà, on parle des métaux lourds aussi. Moi, j'ai tendance à dire que la mer n'est pas plus sale. Voilà. Tout ce qui est macro-déchets, effectivement, il y en a beaucoup moins parce que c'est ramassé, parce que la France et la commune de Saint-Raphaël sont à la pointe aussi de ce qui se fait au niveau des ramassages des déchets, du traitement des eaux usées. Ce qui est très bien en France ne l'est pas forcément en Italie ou en Espagne. Alors l'Espagne, j'allais dire, on s'en préoccupe moins parce que l'Italie, on a carrément le courant Ligure qui nous amène toutes les mers d'Italie, donc c'est plus problématique. Mais d'une manière générale, la France par rapport aux pays européens a une longueur d'avance dans ce qui est ramassage des déchets, approche des déchets au niveau maritime, c'est intéressant. Alors quand on fait des reportages, on croise des personnes qui nous disent de ne plus manger de poisson parce qu'ils ont entendu dire que le poisson, maintenant, s'ils mangeaient du poisson, ils mangeaient du plastique. Ouais, c'est des raccourcis faciles. Je pense que effectivement, c'est facile de faire des raccourcis. Il y a plein de gens qui disent aussi, si vous voulez sauver les océans, ne mangez plus de poissons. Bon, moi je veux bien l'entendre. C'est bien comme position, mais pour moi c'est totalement réalisable. Alors pour travailler avec pas mal d'ONG, sans les citer, je préfère une approche douce, une approche qui est plus près de la décroissance, c'est-à-dire manger moins de poissons, manger mieux, au même titre que de la viande. Ayez une conscience de consommation. Voilà, vous mangez du poisson. D'où vient mon poisson? Je l'ai acheté à qui? Ça profite à qui? Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des bâtonnets de poissons Findus dans les supermarchés. Vous pouvez prendre des poissons. Alors, le poisson méditerranéen est cher, hein, c'est un fait. Par contre, nous, on pêche, alors, par exemple, des mulets, des maquereaux qui sont à des prix tout à fait abordables, locaux, pêche locale. Et là, vous allez vous régaler. Vous prenez vos filets, vous les trempez dans la panure. J'en ai fait il y a 2 jours à mes filles. C'est un délice, voilà. Mais c'est toute une conscience de consommation qui commence à s'éveiller. Faites attention à ce que vous achetez, au même titre que les fruits et légumes. Ça, c'est déjà beaucoup plus démocratisé dans les fruits et légumes. Essayez de faire travailler vos producteurs locaux. Ça a d'autant plus de valeur dans la période dans laquelle on est, où vous ne pouvez pas vous déplacer et où nous, on souffre de ne pas avoir des restaurants ouverts. Et vous verrez qu'au niveau, pour un léger petit coût financier, au niveau qualitatif et gustatif, vous vous y retrouverez 1000 fois. Voilà, et apprenez à manger le poisson. Dans le poisson, tout se mange. Je vous l'ai prouvé déjà plusieurs fois. Dans le poisson, tout se mange, effectivement. Et puis, il y a pléthore de recherches, de recettes sur Internet qui vous prouvent que, même moi, je trouve plein d'idées à faire des choses avec le poisson. Moi, je vais même manger les arêtes. Donc, voilà, les arêtes, ça se fait. La peau, si vous la faites cuire. Les carapaces, les machins, on fait du sel avec. Exactement. Non, tout est... On vous fera quelques recettes, on vous expliquera ça un jour quand on pourra cuisiner ensemble. Donc on a vu tout à l'heure que tu prenais des photos également pour tes poissons. Oui. Tu es un pêcheur 2.0, voire 3.0 maintenant, très moderne. Moi je suis ma famille, je suis pas issu d'une famille de pêcheurs, ce qui détonne un peu. Bon, maintenant il y en a un peu plus, mais avant la pêche se transmettait de père en fils. Donc j'ai fait un UT Tech Deco, technique de commercialisation, donc je suis pas un peu plus sensible à ce qu'on peut faire, mais effectivement on a un panorama, une activité qui est pleine de couleurs, qui est pleine de lieux magiques.
Il faut savoir des fois, de rencontres avec des dauphins, dauphins, avec plein de choses, mais on remonte des poissons qui sont plein de couleurs, plein de formes, voilà, on est au contact de la nature. Et pour moi, notre travail, d'une manière générale, parce qu'encore une fois, on commercialise nos prix, c'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation, on assume tout. Donc il est important, avec les outils maintenant, les réseaux sociaux et compagnie, de soigner les photos les photos des prises, de communiquer avec ça. C'est intéressant pour notre image de marque, pour l'image de marque de la profession, et puis ça peut faire passer des messages très positifs, et puis pour nous derrière, ça nous permet de faire une pré-commercialisation et de prévenir les gens de là où on va le vendre, de ce qu'on a à vendre. Voilà, c'est novateur, on s'adapte, en fait, notre activité qui est séculaire s'adapte aux nouvelles technologies, et les gens en plus ils sont très sensibles. C'est bien d'investir en nouvelles technologies avec un des premiers métiers en fait. Voilà. Ouais, justement, là tu as mis la photo en ligne tout à l'heure, est-ce que quand tu arrives à pas encore mis en ligne. J'ai profité du soleil d'avoir 5 minutes, voilà, je lave mon poisson, il est bien brillant, je prends une belle photo, j'essaie de cadrer avec le paysage, et voilà. Est-ce que ça t'arrive justement que les gens sont sur les réseaux, ils attendent la photo, ils viennent t'attendre à quai pour... Bien sûr, alors le à quai je le fais confidentiellement, c'est-à-dire que parce qu'on n'a pas les structures pour le faire, mais effectivement j'ai des habitués, j'ai des clients qui viennent chercher leur poisson. Moi c'est très simple, je vends du client à quai je suis même référencé en grande surface. Voilà, donc j'ai un panel de vente qui est vraiment un éventail de clients qui est vraiment très large, quoi. Voilà. Donc là tu vas à quai, après d'ailleurs... Là s'il y a des gens qui arrivent qui me disent qu'est-ce que vous avez comme poisson, j'ai la petite balance, je peux leur vendre, voilà. Après là on n'a pas les restaurants puisqu'ils sont fermés, bien que j'ai des restaurants qui font de la vente à emporter, donc je peux leur vendre du poisson. Ensuite on a des étals de vente, on a un marché paysan où on vend des produits locaux avec d'autres producteurs de fruits et légumes. Et puis après, j'ai mon petit banc, voilà, je dispatche mon poisson dans le week-end. J'ai mes livraisons à domicile, bien que ce soit compliqué de livrer à domicile parce que ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, donc là, on arrive à s'adapter. En fait, déjà dans notre pêche, on s'adapte. On s'adapte aux espèces, on s'adapte aux techniques de pêche, on s'adapte avec le matériel. Donc, on est tout seul. En général, je travaille tout seul. Donc, on a une faculté d'adaptation à la mer et puis par découlement à la terre aussi pour la vente. Parce qu'encore une fois, on pêche peu de poissons. Tu vois, ce matin, on a dû faire 7-8 kilos, 10 kilos de beaux poissons. Ouais. C'est une belle petite pêche. Ça n'influe absolument pas sur l'environnement marin. On ponctionne 10 kilos, on est deux pêcheurs, on a pris 20 kilos de poissons. Ce qui est peanuts par rapport à la mer. Donc là, quand on parle de développement durable et d'activité durable, on est en plein dans le développement durable. Et donc, tu vois, petit volume de pêche. Par contre, derrière, on a un soin sur notre valorisation des produits. Pêcher peu, vendre bien. Voilà. Et d'ailleurs, on a travaillé ensemble, c'était au premier confinement, en février dernier, l'année dernière. Exactement. Voilà, quand on a fait les repas pour l'hôpital de Bonnet, justement. Exactement, voilà. Non, alors ça c'est bien, c'est aussi des collaborations qui ont été mises en place par les comités départementaux des pêches, par les comités régionaux, plus d'autres associations que sûrement que j'oublie. La PAM, le FEAMP. Voilà, exactement, on les remercie d'ailleurs, et qui nous ont permis de préparer des plats en nous achetant le poisson via des restaurateurs. Donc ça a été participatif et c'était bien parce que ça nous a permis, premier confinement, un peu dans l'urgence, de passer pas mal de poissons et de vendre pas mal de poissons. Et c'est des démarches qui sont positives, ça va dans le bon sens. Et puis moi j'ai kiffé parce qu'en plus j'ai eu des poissons, j'ai eu le droit à un équerre, j'ai eu le droit t'as eu un centrolope, il me semble. Ouais. Voilà. Donc effectivement, tu as découvert d'autres poissons. Exceptionnel d'ailleurs, exceptionnel. Ouais, exactement. J'ai kiffé ce poisson. Ouais, non, voilà, mais c'est bien de découvrir. On a une terre et une mer surtout qui est plein de poissons par rapport à la Bretagne où ils ont 4-5 espèces. Nous, on a plein d'espèces. Là, ce matin, tu as vu de la lotte, tu as vu du chapon, une araignée, un homard, deux petites langoustes. Voilà, tu vois toutes les espèces. Et après, il y a tout le poisson blanc qu'on n'a pas pris ce matin. Tout ce qui est dorade, pagre, sard. Plein. Et puis après, tous les poissons, j'allais dire, la vieille, méconnus. Voilà, la vieille, le mulet, la sope, le sévreau, le chinchard. Le sévreau, chinchard, donc c'est un poisson qui est exceptionnel. Et il faut savoir, c'est le poisson le plus prisé par les Japonais. Exactement, mais alors après culturellement parlant, la mondialisation nous permet aussi de s'éveiller à des cultures au niveau consommation de poissons. Les Japonais
qui ont des années-lumière d'avance par rapport à la conservation, par rapport au travail du poisson, notamment cru, et ça arrive en France, bien entendu, avec les sushis, consomment des poissons qu'on a dans notre mer. Le chinchard, le maquereau, ils ont des espèces de dorades aussi, des sparidés, parce que toutes les dorades, c'est la famille des sparidés, ils les consomment, et de manière différente que de chez nous. Bon, moi qui travaille avec pas mal de grands chefs, l'influence asiatique, elle est déjà présente depuis quelques années. Et c'est très intéressant de voir ce qu'on peut faire avec le poisson. Voilà, nous justement, on a fait il n'y a pas longtemps l'interview avec le chef Moshang Kier, donc qui est un grand éplénacliste, il est sur Toulouse. Ouais. Et voilà, on parlait des poissons, puis il disait justement, moi j'aime bien le chinchard, j'aime bien ces choses-là, il parlait de ces poissons-là. Déjà la chair, elle se tient bien, ça a super du goût. Ah, bien sûr. Cru, c'est exceptionnel. Enfin voilà, donc il travaille des poissons que je connaissais aussi du coup, donc on a spécialisé avec. Et voilà, là le chinchard, c'est un poisson que nous on vend prix public, on le vend à 5 € le kilo, entre 5 et 10 € suivant la taille du poisson, ce qui est largement abordable. Voilà, 5 € le kilo et le chinchard, le chinchard, vraiment, il n'y a pas de perte. 5 € le kilo, vous allez, vous mangez votre chinchard, il y a plein de recettes avec à faire. Un mulet, c'est pareil, ça vaut entre 5 et 10 € le kilo, c'est très abordable, quoi, voilà. Donc, et puis vous pouvez le manger cru, vous pouvez le manger en salade tahitienne, cuit au citron, il y a plein de recettes à faire. Pané après pour les enfants, voilà. Nickel, ben écoute, je te remercie, ça t'a un super plaisir. Merci à vous, écoutez, et puis quand tu veux, tu reviens. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Voilà. Et la prochaine fois, on mettra la cuisine sur le port, là, puis on se fera... sinon, on met la cuisine sur le bateau, hein, tu mets une plancha devant. On met une plancha devant, on amènera une plancha et en plus, exactement, on peut faire ça. La prochaine fois, on fait ça. Ça marche. Merci beaucoup, Stéphane. Allez, à très bientôt. Journée.